2025, les Camerounais attendent les programmes. Chez nous, on dit qu'un vieux tant qu'il n'a pas cassé sa pipe, il est encore dangereux. Hein. Le cas de Camtel est anormal. Vous ne pouvez pas jouer du monopole de l'État, avoir les moyens de l'État, vendre un produit au distributeur et revenir les concurrencer. Excusez-moi l'expression, c'est du foutage de gueule. On doit faire un recyclage des juges d'instruction, des magistrats, de toute l'architecture jusqu'aux avocats. Est-ce que la Camouata a la capacité de donner de l'eau potable aux Camerounais? Et si c'est le cas, pourquoi est-ce que nous n'avons pas d'eau potable dans nos robinets? Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette autre édition, la première du mois de mai. Nous sommes le 9 mai 2025 et bien vous suivez votre podcast adoré, c'est 237 Story qui prend les commandes et vous faites bien d'être connectés parce qu'aujourd'hui, une fois encore, nous avons une foule de choses à vous dire. Pas mal de choses parce que en ce mois de mai, il y a pas mal de congés au niveau du Cameroun avec notamment le 1er mai. On a également beaucoup d'autres congés. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, la France notamment, hier encore c'était congé, c'était un jour férié, voilà. Et on a tellement de choses à vous dire qui se sont déroulées en avril ou bien qui sont en train d'arriver. Eh bien, ça fait partie du programme que l'on vous livre comme suit. Au programme, donc, pour ce podcast, en politique, on va parler de la présidentielle en octobre 2025. Une candidature unique de l'opposition est-elle possible? C'est la grande question en politique ce soir, mais on parle également d'économie, notamment on essaie de comprendre est-ce que, incapable de fournir de l'eau potable, la société Camouata peut entrer dans le secteur de la vente d'eau minérale. Vous le savez, c'est une annonce qui a été faite tout récemment par le directeur de cette structure. Et on va parler enfin de société. La justice camerounaise fonctionne-t-elle avec 2 poids, 2 mesures? C'est l'occasion pour nous d'évoquer le cas de ces féminicides qui sont de plus en plus récurrents au Cameroun et surtout des accidents qui impliquent des personnalités et qui par la suite, il n'y a pas, semble-t-il, de poursuites judiciaires. Voilà pour votre programme. J'espère que vous êtes bien installés. C'est l'occasion aussi de présenter ceux-là qui ont accepté notre invitation aujourd'hui. Et j'ai envie de tendre la pêche à celui qui commence à être un peu la voix que vous comprenez, que vous entendez, de plus en plus. C'est tout simplement Sepiro. Sepiro, bonsoir et bienvenue au débat. Bonsoir, c'est WK, content de faire partie de vous à nouveau après ce petit break qu'on a eu. Alors, j'espère que cette fois-ci, ta voix n'est pas enrouée. J'espère que tout va bien et que tu es prêt surtout pour nous livrer sur tous tes arguments qui sont très, très intéressants. Oui, tout va déjà très bien. Tout va très bien. Tu peux entendre la diagonalité. Donc, ça va aller très vite. Bon, c'est l'occasion de te poser la première question habituelle. Est-ce que il y aurait eu, entre-temps, en dehors des sujets qui sont au menu du jour, quelque chose qui aurait retenu ton attention? Oui, il y a toujours un sujet qui retient l'attention et c'est notamment, en fait, je vais saluer plutôt la communauté catholique qui a un nouveau pape. Donc, je vais la saluer. Ils sont nombreux au Cameroun, donc on va profiter, les saluer et souhaiter que leur foi soit plus forte et que la paix règne au sein de leur communauté comme par le passé. C'est ce que je vais souhaiter. Le reste, ça viendra dans les débats. Voilà, très intéressant de rappeler qu'hier encore, la communauté catholique a eu enfin son 267e pape en la personne du cardinal Prévost, voilà, qui prend le nom de Léon XIV et qui va régner pour les années à venir comme la première personnalité religieuse chez les catholiques. Il n'est pas seul, Sepiro, pour faire les échanges ce soir. Il y a également cet autre gars que j'aime bien dire, c'est lui qui est toujours à l'entrée et c'est lui qui est à la sortie de chacun des podcasts. C'est la voix reconnaissable, c'est l'un des gars les plus fidèles. C'est-à-dire, tu as envie de dire, si ma copine ou bien si ma soeur n'était pas déjà prise, je l'enverrai chez ce gars. Chicharito, bonsoir et bienvenue au débat. Bonsoir, c'est WK. Merci, mais alors la forme. Oh non, ça va, c'est WK, ça va. Mais tu es quelqu'un de fidèle. Ah, c'est WK, on essaie. C'est toujours un moment particulier. Rien qu'à t'entendre, on a envie de dire, mais voilà un gars sérieux, il est très fidèle, on va aller vers lui. Non,
sérieux, oui, on en a besoin pour incarner pour amorcer en tout cas le changement au pays. Et tu veux un réel Mhm. plaisir, hein. Chaque fois que tu m'envoies une invitation, c'est toujours avec un réel plaisir que je réponds Et présent. le plaisir est partagé aussi par nos milliers et millions d'auditeurs qui écoutent le podcast, que ce soit sur Deezer, que ce soit sur les différentes plateformes d'écoute légale. Eh bien, nous sommes contents. Et nous sommes aussi contents de te poser la première question. Est-ce qu'il y aurait une actualité, qu'elle soit aussi bien au Cameroun, ailleurs, qui a marqué un peu ta semaine ou bien tout simplement ton mois qui est écoulé? Oui, mais avant de répondre, je voulais quand même saluer nos auditeurs et nos auditrices et également un bonsoir particulier à Sepiro qui a accepté également d'échanger avec moi sur cette plateforme. Le principal événement qui m'a marqué, c'est le conflit qui a débuté il n'y a pas longtemps entre l'Inde et le Pakistan. Donc voilà, moi je suis un peu plus tourné sur les actualités, on dit ça, internationales. À l'international, oui. Oui, donc ça c'est le principal fait marquant voilà, qui a retenu mon attention. C'est vrai il se murmure dans les hautes sphères que il se pourrait, si jamais cette petite crise perdue entre l'Inde et le Pakistan, le Cameroun pourrait subir parce que on sait combien économiquement le Cameroun dépend du riz pakistanais puisqu'on est l'un des grands importateurs du riz pakistanais. Il y a toutes les chances que si jamais certains corridors sont fermés à cause de cette crise, le Cameroun puisse en pâtir. Ça fait bien vraiment de revenir sur ce type de sujet et surtout de relancer le sujet principal qui est à l'ordre du jour en attendant peut-être Joe qui pourra nous rejoindre ou même encore AG ou Olivier à qui on passe le salam. Eh bien, il y a les sujets qui sont à l'ordre du jour tout simplement et on ouvre avec la politique. Mais avant peut-être, ça aurait été bien que je donne aussi mon sujet qui était intéressant, qui a retenu mon attention. Le sujet, c'est quoi qui s'est passé hier? C'est le ministre Atangandi qui a pris qui a pris vraiment sa voiture, au volant de sa voiture, a un peu subi ce que les Camerounais subissent tous les jours sur le tronçon entre Yaoundé jusqu'au Grand Nord. Je pense qu'il s'est arrêté je suis pas sûr qu'il soit arrivé à Garoua, mais traverser Garoua Boulaye, traverser Meiganga, arriver jusqu'à Ngaoundéré et voir un peu la manière avec laquelle la route est inconfortable quand on est souvent sur ce trajet-là et qu'ils le disent sur la page officielle du ministère, eh bien, ça fait quand même chaud au cœur de sentir qu'il ressent aussi, en fait, ce que nous on subit tous les jours. Voilà un peu l'actualité qui m'a intéressé comme ça entre plusieurs autres actualités. Et donc, je le disais tantôt, on va plonger en gros, dans le cœur de notre programme. Vous le savez sans doute, en politique, au Cameroun, en octobre 2025, eh bien, on va voter une nouvelle fois, soit pour un nouveau président, soit pour confirmer celui qui est là actuellement, le président Paul Biya. Et on se pose la question, est-ce qu'une candidature unique de l'opposition est possible au Cameroun? Sepiro, ton avis nous intéresse. Ah, oui, merci de me passer la parole pour ouvrir cet autre moment de partage et d'échange. La possibilité d'une candidature unique au Cameroun, je vais aller sur deux terrains, donc le pour et le contre. Et dans le pour, je vais souligner le fait que théoriquement, c'est possible d'avoir une candidature unique au Cameroun. Ça, c'est la théorie. C'est parce que en diplomatie, on peut dire, bon, aujourd'hui, après 43 ans du pouvoir RDPC, du parti État RDPC, il est temps que l'opposition se mette en ordre de bataille, choisisse un seul soldat, un général, et va conquérir le pouvoir afin de renverser le président Paul Biya et son régime qui est là depuis longtemps et qui gère le pays comme nous connaissons tous. Mais maintenant, dans les faits, dans la pratique, est-ce que cela est possible? Moi, c'est difficile, je dirais non. Je dirais non, parce que déjà, il est difficile d'avoir un exemple de pays où l'opposition s'est mise tout ensemble pour aller à une élection. Moi, je n'ai pas de fait historique par rapport à ça. Mais pour venir au cas camerounais, je pense que c'est d'autant plus difficile parce que au Cameroun, il y a d'abord une très grande multiplicité de partis politiques. Et chaque parti politique a ses ambitions personnelles. Si on prend le cas peut-être des partis, les partis qui font le plus de poids, le MRC, le PSRN, le SDF et peut-être le plus de Espoir Matomba.
Vous voyez, tous ces partis ont leurs ambitions personnelles. Ils ont leurs idéologies personnelles, leur façon personnelle d'approcher le pouvoir. En fait, des programmes différents qui ne coïncident pas toujours avec celui des autres. Ils ne sont pas socialistes, tous ne sont pas pour le fédéralisme communautaire, ils ne sont pas pour une rupture avec la France, toujours. Ils n'ont pas les mêmes positions sur le franc CFA. Donc, aller directement et dire que ceux-là pourront s'unir pour aller combattre le régime en place, c'est un peu difficile. Deuxième point que je mets sur la table pour dire qu'il n'est pas possible d'avoir une candidature unie d'opposition, c'est le manque de confiance entre les leaders. Et il ne vous est pas étranger que depuis 2018 ou même avant, au Cameroun, il y a toujours eu en fait, cet écart-là, cet écart que les deux se jettent la pierre. Se jettent la pierre. Et en fait, ils se regardent en chaîne de faïence. Ils ont peur de. On dirait qu'entre eux, ils s'opposent d'abord. Ils s'opposent plus. Ils sont plus violents entre eux qu'envers le régime en place. Donc, c'est ça, c'est pas évident qu'ils puissent. Moi, je pense pas qu'ils pourront s'entendre après, vu que pendant pratiquement 4 à 5 ans, les sympathisants et les militants de ces partis sont taxés de proches du pouvoir, de collaborateurs, de traîtres et autres. Donc, les voir aujourd'hui s'asseoir à la même table et se dire, OK, moi je te donne toute ma confiance, vas-y, c'est difficile. Donc, il y a tous ces précédents-là qui pèsent sur cette ambition d'avoir une candidature unique comme le veut le peuple et les sociétés civiles. Le troisième plan, c'est l'absence de mécanismes de sélection d'un candidat. Est-ce qu'ils vont procéder par des primaires? Aujourd'hui, c'est très difficile de voir tous nos leaders s'asseoir et parler d'une même voix. On a vu quand ils sont réunis pour parler du code électoral consensuel, ou même quand il fallait aller juste au grand dialogue national, où il fallait challenger le pouvoir en place. On n'a pas eu cette cohésion-là. On ne l'a pas toujours. Quelqu'un va quitter la table avant une négociation, quelqu'un ne viendrait pas à un rendez-vous. Vous voyez, donc c'est un peu difficile en fait, dans cette mouvance-là, d'avoir un seul candidat. Mais le plus difficile aussi, et c'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est l'influence du régime en place. Vous savez, le régime en place a tous les pouvoirs financiers, exécutifs, il a tout. Et avec ça, lui aussi, il vient pas du temps pêcher dans l'opposition des partis qui vont l'accompagner. On se souvient bien du cas du PADEC de Jean Djomomo qui aujourd'hui a rejoint le parti au pouvoir, en fait, le G20. Bon, il en est sorti seul avec le ministre, mais tous les autres, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ils reviendront vers l'opposition avec on le verra de la même façon qu'avant. Donc, il y a tous ces petits points-là qui sont difficiles et qui nous font dire à nous, analystes, qu'il n'est pas possible en 2025 d'avoir un candidat unique de l'opposition. Même si c'est ce que les Camerounais veulent, la société civile, c'est pas évident. Donc, voilà ma position là-dessus. Hmm. On dit une position un peu vraiment, on va dire 50-50 parce qu'on n'a pas l'impression que pour autant tu te jettes d'un côté en disant oui, ce sera définitif. Je pense qu'il y aura, enfin, on aurait l'impression que c'est après 2018, l'opposition aura appris quelque chose. En tout cas, avant de revenir vers toi, je vais me tourner vers Chicharito qui a sûrement son avis à donner sur cette grande question aussi. Chicharito, est-ce que tu penses qu'enfin, après 2018, où on a vu un semblant de coalition, parce qu'on a d'abord vu certains qui ont refusé de faire une coalition, mais après on a vu des rencontres entre Espoir Matomba et par exemple Maurice Kamto. On a vu entre Akeremouna et Maurice Kamto aussi, et on se serait dit si ça avait été plus tôt en 2018, cette coalition-là, peut-être qu'il y aurait eu de meilleurs fruits. Mais est-ce que tu penses qu'enfin, 2025, c'est l'année où l'opposition aura mûri au Cameroun? Mais si c'est vrai pour ta question, est-ce que 2025, c'est l'occasion où l'opposition a mûri au Cameroun? Pour moi, non. Les mêmes stars qu'on retrouvait au sein de l'opposition en 2018 sont toujours présentes à ce jour. Euh, la seule variable qui, pour moi, a considérablement changé, évolué, c'est la mentalité des Camerounais. J'ai envie de dire qu'avant 2018, on avait l'impression que les Camerounais ne s'intéressaient pas à la chose politique et que après 2018, tous les Camerounais ne s'y intéressent pas, c'est vrai, mais une large proportion de Camerounais commencent quand même à s'intéresser à la chose politique, pardon. Et ça, c'est déjà une bonne chose, un bon point à relever. Maintenant,
ce n'est que concernant l'opposition. Je, je ne suis même pas d'avis qu'il faudrait attendre une candidature unique de l'opposition. Ça n'arrivera, de mon point de vue, ça n'arrivera pas. Parce qu'une candidature unique de l'opposition suppose que, officiellement, au Cameroun, à peu près 300 partis, si on retire une vingtaine de partis, qui font souvent, qui coalisent avec le RDPC dans ce qu'on appelle le G20, comme en 2018, on reste avec à peu près 380 partis. Est-ce que les présidents de 380 vont s'asseoir et sortir du chapeau à quelques mois des élections? Un seul candidat, je ne pense pas. Est-ce que les partis forts, ou bien qui ont le vent en poupe au Cameroun, vont s'asseoir et sortir un candidat? Je ne pense pas. Pour la simple raison qu'à date, officiellement, il y a déjà minimum deux plateformes qui se sont créées. Une plateforme, l'APC, qui a même déjà choisi son candidat, et une autre plateforme, l'ATP, qui, justement, si vous avez suivi le déroulé de cette autre association, euh, les partis se sont assis et à un moment donné, on a vu une communication de Diokan Tchameni qui a été et dont certains Jamen a fait une sortie contradictoire et tout ça, nous sommes au sein d'une même alliance et normalement, on s'attendait à ce que cette alliance-là parle d'une seule voix, mais on voit déjà que cette alliance-là parle il y a déjà des discordances au sein de cette alliance-là. Et vous avez vu que le parti Univers, qui initialement faisait partie de l'ATP, est ressorti et est allé faire alliance avec Akeremouna, qui a tout porté sa candidature et pour soutenir, pardon, sa candidature. Et Akeremouna, qui est un opposant, ne fait partie, pardon, d'aucune de ces deux alliances précédemment citées. Donc, rien que pour ces éléments que je viens de donner montre que on n'aura pas tout vraiment revirement de dernière minute, quelque chose d'inattendu, mais on n'aura pas de candidature unique de l'opposition. Mais ce que moi j'espère, si je peux donner mon point de vue là-dessus, comme je l'ai précédemment dit, je ne souhaite pas une candidature unique de l'opposition. Ça ne m'intéresse pas. Je souhaite tout simplement que les Camerounais s'impliquent et choisissent le meilleur programme qui va nous permettre voilà, de changer les choses pour les 7 prochaines années à venir. Ça, c'est plutôt ce qui m'intéresse. Donc, et de préférence que ce candidat-là vienne de l'opposition. Parce que pour moi, au niveau du parti au pouvoir, on a déjà fait le tour. 43 ans, c'est beaucoup. Il faudrait que Oui, bon, passions à autre chose. c'est ce que beaucoup disaient justement au niveau de l'opposition. Mais Chicharito, je te relance justement à ce sujet-là. Est-ce que parti justement aux élections avec un rang éclaté, est-ce que ce n'est pas servi déjà je vais dire servi clairement les besoins de l'État actuel qui est en place, qui voudrait clairement que l'opposition soit éclatée? Parce qu'on voit de plus en plus des candidatures qui naissent. On y reviendra sans doute sur ces candidatures-là dans la suite de mes questions, mais j'ai envie de dire, est-ce que parti justement en rang dispersé, ce n'est pas fait plaisir au RDPC parce que là, toutes les voix qui auraient été consensuelles contre le RDPC vont être éparpillées? Je vois exactement ce que tu veux dire sur le VK. Et pour moi, non. Parce que je pense que 2025 ne sera pas 2018. 2025, les Camerounais attendaient les programmes. Il y aura certes une multitude de, d'opposants, une multitude de candidats, mais ce qui va nous intéresser sont les programmes. Qu'est-ce que ces candidats-là vont nous proposer? Donc, ce n'est pas parce que je dis n'importe quoi, ce n'est pas parce qu'on aura 10 candidats que ça suppose qu'on aura un éparpillement des voix au sein de ces 10 candidats. Il y aura, euh, il y aura peut-être, de mon point de vue, des candidats qui pourront avoir 0%, 0,001%. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, l'essentiel ne sera pas là. Oui, L'essentiel sera, bien sûr que je comprends. voilà, l'essentiel sera au niveau des programmes que vont nous proposer ces candidats-là. Et je continue dans ce sens en disant, même en 92, où où il se dit que l'opposition a gagné
la présidentielle, on le sait tous qu'il n'y avait pas une candidature unique de l'opposition. Par contre, il y avait une coalition forte derrière un candidat. Peut-être que c'est vers là que nous voulons tourner et c'est ce que nous essayons de faire ici, ou bien de mon point de vue, c'est ce que j'essaye de faire chaque fois que tu me donnes la parole, c'est d'appeler tous ceux qui nous écoutent, nos auditeurs et nos auditrices, à vraiment s'intéresser à la chose politique. Il faudrait que 2025 ne soit plus ce qui s'est passé en 2018. Donc, c'est plutôt vers là que j'aimerais mettre l'accent. Voilà qui est dit. Et justement, comme beaucoup le disent, et ce qui serait républicain, ça c'est bon de le signaler à Twitter, c'est que il ne suffit pas de voter, mais maintenant de voter et de suivre son vote. Ça, c'est très important aussi. Votez, si vous avez voté pour le RDPC, rassurez-vous que jusqu'au bout, c'est votre choix qui aura été respecté dans les urnes. Si vous avez voté pour le MSC, si jamais leur candidature est retenue, pour le PCN ou bien un autre parti, se rassurer jusqu'au bout que votre choix a été respecté, que le déglore du décompte des votes, c'est ce qui est fait. Alors, Sepiro, il y a une autre question qui va forcément revenir au devant de la scène et peut-être on fera tout un thème là-dessus. Il y a un peu de temps, avant même que les choses ne soient clairement lancées au Cameroun, je crois on a 4 ou 5 candidatures déclarées et c'est généralement une tranche de personnes qui sont super jeunes et on a envie de se demander est-ce que c'est de l'opportunisme ou c'est vraiment le besoin de changer les choses qui les poussent à postuler, à poser leur candidature pour la présidentielle de 2025 au Cameroun? Oui, c'est WK. On a beaucoup de jeunes parce que sur les candidats qui sont actuellement déclarés, il y a pratiquement 4 jeunes et je vais dire, un ancien qui a Keremouna, dont le parti Univers a investi comme candidat à cette présidentielle. Mais parmi ces jeunes qui sont officiellement déclarés pour 2025, je dirais qu'il y a des jeunes qui sont vraiment sérieux, qui ont cette vision-là pour le pouvoir et qui sont restés droits quand même, d'une certaine façon. Je ne connais pas ce qui se passe, je ne lis pas derrière les rideaux ou derrière les portes, mais il y a certains jeunes quand même qui donnent l'impression qu'ils veulent aller à la conquête du pouvoir, mais il y a d'autres qui sont là comme des opportunistes. Et on sait bien que ça existe en politique et il y a des entrepreneurs politiques qui sont juste là pour vendre leur voix, qui vendent leur voix au mieux disant, c'est celui qui offre le plus. On a eu ça en 1992, ce qui a permis à certains de nos anciens ou de nos ministres actuels d'être à leur poste qu'aujourd'hui, qui auraient eu le RDPC. Donc, il y aura toujours ça des opportunistes et ceux qui viennent avec du sérieux. Oui, Mais c'est ce vrai que, qu'avec, justement, pour rebondir sur ton exemple, pour te relancer en même temps, en 92, ça semblait différent parce que clairement, il y avait des gens, par exemple, il y a l'UNDP qui, même en allant aux élections, disait clairement, ils se reconnaissent juste après comme étant un parti qui est un soutien clair et déclaré du RDP, ce qui est tout le contraire des nouvelles. Ce ne sont même pas des factions politiques, mais ça semble être juste des associations qui naissent vraiment comme ça du jour au lendemain, juste à la veille des élections. Il y a un jeune avocat, il y a un jeune leader d'association estudiantine. Ça, c'est pour les deux que je connais, qui sont tout récents. Et ensuite, il y a, là, je vais directement profiter pour poser la question à Chicharito. Il y a justement, en plus de ces deux-là, il y je a suis là, s'il te récemment, plaît. oui, oui, oui. Peut-être, je pose la question et peut-être, c'est pire, tu vas répondre et Ticharito va se relancer aussi. Il y a tout récemment, au sein du RDPC même, une frange qui est clairement contre le président Paul Biya, tenue par Télié Onana, si j'ai bonne mémoire. Et justement, on a des doutes, on commence à se poser des questions. Est-ce que, Paul Biya peut encore tenir face à toute cette raz de marée qui vient aussi bien des jeunes, aussi bien hors de son parti que dans son parti, c'est pire. Et ensuite, Chicharito aussi. William, vous savez, chez nous, on dit qu'un vieux tant qu'il n'a pas cassé sa pipe, il est encore dangereux. Hein. Donc, Paul Biya, peu importe les théories que nous allons poser sur lui concernant sa condition physique, sachez qu'il est toujours autant dangereux. Il est toujours autant dangereux sur le plan politique. Parce que vous voyez, tous les mouvements qu'il y a dehors aujourd'hui,
100 000 jeunes dans le Nord et autres. C'est tout pour faire plaisir à Paul Biya et pas à quelqu'un d'autre. Donc, c'est ces jeunes-là, oui, moi, je pense que ces jeunes, s'ils sont vraiment sérieux, ils peuvent faire quelque chose. Mais dans le cas contraire, bah, il y a très peu, il y a très peu parmi ces jeunes-là qui vont vraiment nous offrir, qui vont changer la donne, qui iront vraiment frontalement affronter le régime. Je pense qu'ils sont beaucoup plus des opportunistes politiques. Je n'ai pas envie de désavantager un candidat avec un commentaire actuellement, mais je me souviens au sorti de 2018, on a eu un jeune candidat, il s'est déclaré là tout récemment, qui disait que, parlant de deux jeunes qui s'étaient présentés, il disait celui de Douala a pris 100 millions, celui de Aliki a pris 180 ou 200 millions, et puis ils ont retourné la veste, vous voyez. Et tout récemment, à l'investiture du candidat de Douala, il était là, il était invité, il a tenu un discours pour faire ses éloges. Vous voyez un peu. Et il s'est déclaré candidat. Vous voyez, donc il y a eux, ils ne sont pas, en fait, comme je disais, ils ne sont pas droits dans leur botte. Ce qui fait que même au niveau du peuple aussi, on les voit autrement. Et pardon, permettez-moi juste une digression. Je vais finir. Je dirais que si l'opposition veut vraiment s'unir, qu'elle s'unisse dans le sens de contrôler, et si elle est sérieuse, qu'elle s'unisse dans le sens de contrôler les votes avec les scrutateurs. Donc, les membres qui mettront dans leur bureau doivent être vraiment neutres. Genre, s'il n'y a pas un candidat, un scrutateur du MRC dans une salle, que celui qui est la tête du PSN tienne vraiment à suivre les voix. C'est là où l'opposition gagnerait à s'unir. Or, mais ils ne doivent pas s'unir. Chacun doit aller en rang détaché et essayer de faire tomber le régime. Voilà ma position. Voilà qui est dit. Chicharito, là, justement, genre, on continue avec toi. Est-ce que la même question ou bien le même discours pour toi, est-ce que tu penses justement qu'avec cette frange de jeunes, aussi bien à l'intérieur du parti au pouvoir qu'à l'extérieur, qui se constitue en opposant, est-ce que le RDPC doit avoir peur de cette nouvelle vague qui arrive contre elle? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de quand, comme je l'ai dit, ce qui va m'intéresser et ce que j'aimerais que ça intéresse nous autres, les jeunes, au niveau des programmes. Le fait de dire je suis jeune, ce n'est pas un programme politique. Faut qu'on arrête avec ça. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, quel est ton programme? Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Quand vous m'entendez dire qu'il faut que le président, qu'on change de système, qu'on passe à autre chose, je n'ai pas parlé de l'âge du président, mais c'est par rapport à, comment je vais dire ça, par rapport à tes réalisations, c'est trop peu. Par rapport à ce qu'un pays comme le Cameroun aspire, ce que nous, la jeunesse camerounaise, aspirons, nous trouvons que le président actuel nous offre très peu. Et donc, il faudrait un autre candidat. Donc, pour me résumer, ne pas être très long sur la question, euh, que ce soit la jeunesse au sein du LDPC ou en dehors, la jeunesse n'est pas un programme politique. Et juste une toute petite digression pour en finir avec ça. Quand Sepiro disait que, il faut que un scrutateur ou, oui, c'est ça, un scrutateur par exemple, du PCRN puisse consulter un vote et du MS et vice-versa. Je voudrais dire qu'il y a, par exemple, voilà, une œuvre citoyenne qui m'a beaucoup intéressé, l'œuvre de Monsieur Amadou Baba Abdourahmane, qu'il a appelé la VAR, hein, les vérificateurs et vérificatrices actifs des résultats. Donc, moi, j'encourage les jeunes à aller s'inscrire sur sa plateforme et voilà, et au lieu de compter toujours sur les partis politiques pour changer notre destin, je pense que c'est à nous-mêmes de faire ce travail. Quand j'ai pris l'exemple du Sénégal, on a connu le Sénégal avec le collectif citoyen Y en a marre. Ce n'était pas les partis politiques. Donc, je vais dire qu'à un moment donné, il faut que nous arrêtons de rejeter, comment, pas de rejeter, mais de tout attendre des partis politiques en oubliant que nous sommes avant tout des citoyens et que ce que nous voulons, c'est pour le bien du pays. Donc, c'est à nous-mêmes d'abord de prendre conscience de cela et de changer d'abord les choses. Le, le parti politique ne viendra qu'une fois pour appliquer ce que nous aurons espéré, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, voilà ce que je voulais dire. C'est de
Bon, en tout cas, c'est assez parlant et tu fais très bien de rappeler justement ce cas très particulier de d'Abdourahmane qui, il faut le rappeler pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui ont déjà entendu le nom et qui ne sont pas certains, est quand même l'un des maîtres à penser en termes, je pense, qui est assez récalcitrant, entre guillemets, aussi bien quand on parle de la FECAFOOT, parce que plusieurs fois, il a été frontiste en allant contre tous les dirigeants carrément qui ont été au niveau de la FECAFOOT, aussi bien Samuel Eto'o que ceux qui étaient ses prédécesseurs, parce que lui, il a toujours dit il faut être dans la légalité. Et moi, quand j'avais lu son annonce sur Internet, je me suis dit, ben voilà, peut-être qu'on a enfin trouvé la solution qui peut arranger tous les opposants, aussi bien l'opposition que le parti au pouvoir, parce qu'enfin, on aura il y a des Camerounais qui peuvent être partout dans les bureaux de vote, pas besoin d'être forcément d'un parti politique. Et là, comme je l'ai dit, ce sera un bon moment pour évoquer la VAR. Alors, on va peut-être que parler d'autres choses à présent dans ce podcast des 137 Stories. Vous faites bien de nous suivre ici, c'est à l'instant que vous nous rejoignez. Eh bien, on parlait déjà de la politique et on a évoqué la présidentielle d'octobre 2025 avec une potentielle candidature unique à l'opposition à revenir. Bon, de l'avis de nos consultants, ce n'est pas pour demain, mais ça se joue sur du 50-50. On va parler donc d'économie et on évoque surtout l'incapacité de la société camerounaise des eaux, la Camwata, qui est donc incapable de fournir de l'eau potable et néanmoins, elle a annoncé qu'elle va entrer dans le secteur de la vente de l'eau minérale. Quand même, ça sonne comme une curiosité pour la plupart des Camerounais. Surtout qu'on a vu, on ne sait pas si c'est encore l'emballage réel qui sera proposé pour lors de la commercialisation de ce potentiel produit. Mais on a vu une eau qui est quand même assez claire, qui est plus propre que celle que l'on reçoit dans nos robinets quand on est au Cameroun. On a même vu le directeur de la Camwata, je crois Blaise Moussa, qui était à Douala récemment, dans des quartiers comme Abanda, pour justement ajuster certaines pompes pour qu'il y ait plus de pression et que les populations reçoivent de l'eau potable. Mais la question reste grande ouverte. Est-ce que la Camwata a la capacité de donner de l'eau potable aux Camerounais? Et si c'est le cas, pourquoi est-ce que nous n'avons pas d'eau potable dans nos robinets, Sepiro? Oui, CWK, je vais vous dire, cette question a défrayé la chronique à l'ouverture cette semaine ici à Douala. Tous les médias en parlaient. Tous les médias en parlaient et je vous dis, j'ai été un peu déçu. J'ai été un peu déçu dans la mesure où tous ces médias semblaient accompagner la Camouate dans son projet. En fait, ils normalisaient le fait que la Camouate peut commercialiser de l'eau dans les formats de 33 centilitres, 0,5, 1 litre, 1,5 et 10 litres. Donc, ils normalisent ce fait-là. Pour moi, ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé parce que Camouate, il faut peut-être le rappeler, est une société publique, société qui fonctionne avec le financement de l'État. Ce n'est pas une société privée qui fonctionne sur fonds propres ou des investisseurs privés. Une fois ceci dit, la mission de Camwater est la fourniture de l'eau potable via le réseau public. Ça, c'est sa mission première. Elle doit fournir l'eau aux Camerounais. Donc, via les robinets, les Camerounais doivent l'eau potable chez eux. Et je pense que la Camouate n'a pas encore rempli cette mission-là, qui est de fournir de l'eau. Certains journalistes disaient que la Camouate souvent arrive dans les quartiers avec des camions citernes pour offrir de l'eau aux Camerounais. Ça fait partie de ces missions. S'ils n'ont pas mis un réseau de distribution par tuyau, qu'ils apportent de l'eau par les citernes et fournissent cette eau, qu'ils vendent le mètre cube d'eau d'une citerne aux Camerounais à 300 francs comme le veut la Mercurial, ou je ne sais pas, 500 francs, je ne sais pas, mais pas qu'ils viennent nous vendre des bonbons d'eau comme les sociétés qui travaillent, les sociétés privées, je ne vais pas faire de publicité ici. Maintenant, si on rentre dans le droit, et moi j'ai un peu consulté les textes avec ma formation de juriste, le droit au WADA nous apprend qu'une société publique peut commercialiser ses produits au même titre qu'une société privée. Là, c'est possible, mais elle ne doit pas se servir des moyens de l'État. Je vais parler pour que tout le monde comprenne. Elle doit utiliser les moyens de l'État pour vendre. Elle ne doit pas
j'ai des avantages ou jouir des avantages des communautés mises sur pied par l'État pour écraser, parce que là, il y aura une concurrence déloyale. Donc, c'est ça. Et donc, quand moi, si demain, elle commercialise de l'eau, elle doit respecter le droit de la concurrence. Donc, elle doit se mettre au niveau des sociétés qui commercialisent de l'eau au Cameroun, l'eau potable au Cameroun. Donc, elle doit aussi être neutre. Elle doit se servir de l'État. Donc, je ne sais pas comment, quel mécanisme on va appliquer au Cameroun. Je ne sais pas quel mécanisme ils vont passer pour comme, vendre l'eau dans les formats qui prévoient vendre, mais qu'à moi, tu n'as pas ce droit-là au vu du droit OADA qui gouverne 17 pays en Afrique francophone. Donc, voilà ma première intervention. Bon, justement, je vais te relancer avant de passer la parole à Ticharito. Justement, à ce sujet, est-ce que le fait d'évoquer, par exemple, l'OADA et le fonctionnement potentiel de la commercialisation de cette eau de Kamwata, tu ne serais pas en train de parler, d'évoquer aussi, de prendre comme jurisprudence le cas de la Camtel qui est entrée sur le marché du GSM sans signaler, sans avoir, sans même lancer, sans qu'il y ait eu d'appel quoi qu'il y ait eu un lancement d'appel, un appel d'offres pour un marché public. Et du jour au lendemain, on a simplement vu un troisième opérateur téléphonique qui a été Camtel, sans qu'on ne comprenne ce qui s'est passé, sans qu'on ne dise même clairement que c'était un marché de gré à gré, mais ils sont là et ils fonctionnent. Et c'est même eux qui vendent encore en même temps la fibre optique à tout le monde. OK. CWK, oui, le cas de Camtel est vraiment, il faut l'étudier en fond parce que jusqu'ici, les sociétés qui distribuent la connexion Internet, les crédits de communication et les SMS ne sont pas pleins. Donc, c'est un cas qu'il faut étudier, rentrer, comprendre quelles sont les ententes que ces trois entreprises qui ont le monopole au Cameroun ont. Et moi, je me aussi fait une remarque. On ne doit pas prendre ce qui est anormal comme exemple. Le cas de Camtel est anormal. Vous ne pouvez pas jouer du monopole de l'État, avoir les moyens de l'État, vendre un produit au distributeur et revenir les concurrencer. Là, c'est pour ce que je dis, on ne doit pas prendre un cas anormal comme un exemple, parce que là, nous sommes en train de tuer tout ce qui est question de l'égalité. En fait, on remet à l'égalité au calendrier grec et on fonctionne anormalement. Or, ces pays a des lois. Nous avons ratifié des conventions internationales auxquelles nous devons nous plier, nous soumettre. Donc, la CAMWAT n'a pas, en l'état actuel de nos textes, le droit au WADA n'a pas ce droit-là de vendre de l'eau, à moins qu'elle décide de passer sur le régime complètement privé et d'être soumise aux mêmes lois que les sociétés privées. Les propres commerciaux sont nous sans problème. Et si vous permettez-moi avant de passer la parole à Chicharito qui est avec nous, si on permet à Camwater de vendre de l'eau dans les formats qu'elle prévoit, ça veut dire que demain, on ne pourra plus se plaindre du fait que Camwater nous fournit pas l'eau par robinet. Nous ne fournissent pas d'eau par robinet. Parce qu'elle vous dit simplement que non, il y a dans tout le Cameroun, vous n'avez qu'à regarder une boutique, vous trouverez mes produits. Et ne me dites pas que vous n'avez pas l'eau chez vous. Et ce qui est très dangereux. Donc, je pense que c'est comment vous commercialisez l'eau comme une société, qu'elle abandonne le réseau public et qu'elle passe dans le réseau privé complètement. Au cas contraire, qu'elle s'astreigne à la mission qui lui a été confiée, c'est de nous distribuer l'eau potable, je dis bien l'eau potable, par les robinets. Merci. Ok, peut-être, Ticharito, un commentaire sur ce que Sepiro vient de dire avant même que l'on ne lance avec ta question. Euh, non, pas tellement parce que c'est pur à aborder des aspects juridiques qui, je t'avoue, je n'ai pas fait des recherches là-dessus, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, mais si je peux donner mon point de vue concernant le fait que Kamwata lance sa propre marque d'eau minérale, moi j'ai dit une nouvelle fois de plus, c'est aux Camerounais d'en décider. C'est pour ça qu'il faut toujours se référer au peuple camerounais. J'attire justement leur attention là-dessus. Il est anormal que nous puissions attendre de Kamwata une fourniture d'eau potable dans nos robinets et que Kamwata nous dise que au lieu de nous fournir cette eau-là dans les robinets, elle va plutôt nous les fournir dans des bouteilles. Et qui plus est, nous allons payer à la fois l'eau dans les robinets, cette eau qui ne coule pas, et aller repayer une autre eau encore à Kamwata.
Là, c'est vraiment, excusez-moi l'expression, c'est du foutage de gueule. Excusez-moi pour cette Est-ce que expression, quelque mais part, ça ce va ne pas. serait pas une technique assez maligne de la part du nouveau directeur général pour faire des entrées d'argent? Parce qu'on se dit, et c'est une vérité aussi, quelque part au Cameroun, le réseau d'abord de Kamwata est non seulement pollué, mais il est désuet parce qu'on a vu, ils ont essayé il y a quelques années de changer le réseau, de quitter des tuyaux en fait en métal pour avoir des tuyaux avec, je crois que c'est du polyéthylène, je pense. Et quand ils ont essayé ce changement-là, on dirait que l'eau était moins polluée, mais toujours est-il que Kamwata se plaint du fait que son réseau est le plus souvent saturé et que les Camerounais qui disent ne pas recevoir de l'eau, c'est parce qu'ils voleraient cette eau. Est-ce que ce n'est pas une bonne technique aussi qui est employée par le directeur général pour pouvoir faire rentabiliser cette société publique, surtout quand on sait que la plupart des sociétés publiques au Cameroun, elles fonctionnent plutôt avec un déficit? Si C'est ça une arrive. très bonne question que tu poses, Sylvie, car euh, la première des choses, malheureusement, je n'ai pas les chiffres pour pouvoir m'appuyer là-dessus. Parce que la première question que j'allais te poser, c'est quel est le budget alloué chaque année À à, Kamwata. à Cambodia, exactement. Et à la fin de l'exercice, quel est le déficit? Donc, Le si j'avais déficit ou ces le éléments, bénéfice, en fait. Oui. bon, ou comme elle avait dit ça, et au final, donc, elle a eu une rentrée d'argent en début d'exercice et en fin d'exercice, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'elle a gagné de l'argent ou est-ce qu'elle en a perdu? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, ces chiffres-là, je Exactement. ne Très les ai bonne pas. question aussi. Ces On espère chiffres-là, que je ne les ai pas. nos auditeurs et nos internautes pourront peut-être nous répondre en commentaire et nous dire, bon, nous rassurer sur le chiffre exact, s'il y a peut-être des fonctionnaires ou des cadres de la Camwata. Ça fait. Mais maintenant, tu disais tantôt que peut-être c'est une très bonne idée pour la Camouata de faire des rentrées d'argent. Bon, là où moi je voulais en venir, c'est je suis pas d'accord avec cette partie parce que nous payons déjà des factures d'eau. Donc ça veut dire que nous payons à Camouata pour un service que Camouata ne fournit pas. Donc rien qu'à partir de cet élément-là, pour moi, Camouata gagne déjà de l'argent. Peut-être pas suffisamment, mais en gagne déjà. Si j'avais été à la place du directeur et que je voulais réellement faire quelque chose, si je constate que les tuyaux, comme tu l'as dit, sont défectueux et que en urgence, je voulais faire quelque chose, pourquoi ne pas construire des forages, par exemple? Si réellement puisque n'oublions pas que c'est une entreprise de service public. Donc, qui dit service public donc, elle va donc nous donner de l'eau potable d'abord à sa population. Donc, ça doit être le but premier de cette entreprise. Gagner de l'argent doit être après. Mais moi, je dis que le principal élément, c'est d'abord nous donner de l'eau potable. Et donc, si ça, c'est réellement sa mission, si moi, j'étais à la place du directeur général, ça devait être ça ma mission principale. Et pour l'atteindre, comme tu as parlé d'une contrainte liée au tuyau, moi, j'aurais dit pourquoi ne pas faire des forages. Je contourne le problème des tuyaux, je donne temporairement de l'eau à ma population et peut-être pendant ce temps-là, ça me donne une certaine latitude pour pouvoir remplacer les tuyaux progressivement. Mais maintenant, nous ne voilons pas la face. Nous sommes tous ici, nous avons au moins 25 ans et nous savons tous que depuis au moins 25 ans, nous avons toujours eu les problèmes d'eau. Donc, ce n'est pas seulement, je ne peux pas réduire cette situation-là à seulement un problème de tuyau pour pouvoir expliquer ça. Pour moi, c'est plus loin que ça. Pour moi, je dirais que c'est même une volonté de nos dirigeants, euh, comment, j'ai pas envie de dire de ne pas s'occuper de nous, mais je vais dire que nous ne sommes pas leur priorité. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
C'est vrai quand même il y a lieu de se poser pas mal de questions quand on sait que depuis l'indépendance, notre réseau de fourniture en eau potable, de la même manière que le réseau, par exemple, de fourniture d'électricité a été au fur et à mesure, j'ai envie de dire, modernisé un peu parce qu'on est quitté des poteaux à faire avec des eucalyptus qui pourrissaient à tout moment et qui tombaient, causant des soucis aux populations. On est passé quand même à des poteaux qui sont faits en béton ou qui sont faits en métallique, qui ont quand même une durée de vie plus élevée. Et je pense que c'est aussi le même souci avec peut-être un changement qui pourrait s'opérer du niveau de Kamwata qui permettrait la modernisation progressive des outils, de nouveaux turbines, par exemple, de nouvelles turbines, je pense on dit une turbine, de nouvelles turbines pour pouvoir, faciliter la fourniture en eau potable. Alors, merci Ticharito pour ton point de vue et on va... Ouais, non, mais je Oui, voulais vite sortir oui, rapidement en quelques mots, en quelques mots. d'accord. Mais vous savez, par exemple, que, comme tu le disais, c'est vrai qu'on a eu aussi également un projet qu'on avait appelé le projet PAPIS, PAEPIS, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, et qui Oui, était oui, pas aussi, épice. ouais, PAEPYS. exactement. Et dans ce projet, on a quand même injecté beaucoup de milliards. Donc, Beaucoup, oui, beaucoup. donc quand tu dis que c'est juste un problème de finance, je suis pas tellement d'accord. Et si vous vous souvenez, on a eu aussi également l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie qui avait été arrêté pour détournement de fonds publics et pas détournement de quelques millions de francs, non. C'était détournement de plusieurs milliards de francs CFA. Donc voilà, tout ça pour résumer et dire que pour moi, c'est plutôt un problème de gestion qu'autre chose. Voilà. Vous faites bien on fait bien en tout cas d'évoquer le nom de ces mauvais dirigeants-là. Je pense que c'est Basile Atanganakuna, si j'ai bonne mémoire, Tout à fait, qui était ministre en ce moment-là et qui est encore en tout à prison. fait. Voilà. Donc, on va parler de tout à fait autre chose à présent. On a parlé d'économie et on va toucher, pour finir avec ce podcast, le sujet vraiment du moment au Cameroun, c'est l'effet des sociétés qui n'en finissent plus. Il y a quelque temps encore, on parlait ici de cette enseignante qui avait été tuée, Diane Yango, qui avait été tuée par son mari et qui a été libérée. Son mari est libéré pour un montant de moins de 52 000 francs. Eh bien, c'était à la stupéfaction totale des Camerounais. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a plusieurs fois, la justice a montré parfois qu'elle est sévère, parfois, comme on dit, la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Mais on a montré parfois des lassitudes qui, quand même, demandent à ce que l'on s'interroge. Comment comprendre que parfois, face à un même cas, on n'ait pas la même réaction? Est-ce que c'est les hommes de loi qui sont très tendres ou bien c'est plutôt la loi camerounaise qui tourne à deux vitesses? Alors, c'est la question que l'on s'est posée et que l'on pose également à nos panélistes ce soir. C'est Pierrot, est-ce que tu penses que la justice camerounaise, elle fonctionne avec le système de deux poids, deux mesures? CWK, la dernière fois lorsqu'on se séparait sur le cas de Dame Jean Yango, où une juge avait trouvé bon de le libérer son mari, de le condamner à une peine de 5 ans avec sursis et 52 000 francs d'amende. Je disais déjà que notre problème notre justice se trouvait au niveau de la qualification des faits. Si pour une même infraction, un même crime ou un même délit, on qualifie les faits différemment, on arrivera à des peines différentes. Tout reste dans la qualification. Si pendant l'instruction, le juge dit c'est un meurtre, c'est un meurtre, le meurtre va être retenu. S'il dit assassinat, c'est retenu. S'il dit homicide involontaire, c'est retenu. Vous voyez? Donc il y a tout ça. Donc ça, c'est au niveau du Vous juge de pouvez dire violence avec, je sais simplement violence conjugale ayant conduit peut-être peut-être un assassinat. Bon, je ne sais pas quel est le terme exact, mais il peut avoir dit violence conjugale et c'est plutôt les faits de violence conjugale qui sont jugés et non plus le fait de meurtre. En l'état de notre droit, je ne sais pas où on va aller vivre un coup ayant conduit à la mort. Je ne sais pas dans notre code pénal, je ne sais pas, peut-être c'est nouveau, mais je ne sais pas où on a pris cette habitude de dire pour violence conjugale ayant entraîné la mort. Il y a coup et blessure
mortels, volontaires, involontaires. Ayant, quand on commence à conjuguer avec les tournures, là, c'est autre chose. Donc, tout réside au niveau de la qualification. Et comme vous dites, moi, je pose toujours une question, je continuerai là pour chaque fois que je serai sur un plateau dans un débat, c'est qui s'occupe de la santé mentale des Camerounais? Vous voyez, moi, je pense qu'à un niveau, les Camerounais sont touchés mentalement. Beaucoup vivent, nous avons des psychoses, nous ne sommes plus très normaux. Je pense que ce régime nous a beaucoup détruits en tant qu'humains. Parce que si nous ne respectons pas déjà l'homme, l'humain qui est l'unité de mesure de toute chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut respecter d'autre. Je ne pense pas qu'on respectera la loi si on ne respecte pas d'abord l'humain, notre semblable, si on ne s'aime pas. Et ce désamour-là naît, je pense, du fait qu'on pense que c'est l'autre qui est l'obstacle à notre évolution. Donc notre femme qui est devant nous, notre frère, notre soeur, notre voisine. Et du coup, on s'en prend à la personne aussi férocement. Pour le dernier cas, qui actuellement, et qui est en latence, on va dire en latence parce qu'il n'y a aucune suite. Le cas de M. Francis Nganou qui a percuté une fille à Yaoundé, on ne sait pas si une suite ou pas. Il y a le cas du ténor qui était passé comme ça entre les mailles, on ne sait pas s'il a purgé une peine ou pas, on ne sait pas s'il était condamné ou pas. Donc je pense que la justice camerounaise, comme je vous avais dit la dernière fois, elle doit faire ses états généraux. On doit faire un recyclage des juges d'instruction, des magistrats, de toute l'architecture jusqu'aux avocats. Ils doivent faire un recyclage pour recomprendre, pour reconsidérer Pas qu'ils ne l'humain. sont pas talentueux, mais peut-être parce qu'il y a des soupçons de corruption et vraiment un laisser-aller criard. Bien évidemment, à CWK, bien évidemment, il y a un laisser-aller criard, cette envie de s'enrichir, l'argent, au détriment de la vie d'un humain, de l'avenir de toute une famille, des amis et autres. Donc moi, je pense qu'ils doivent réapprendre quel est leur métier, au nom de qui ils disent le droit, c'est au nom du peuple. C'est le ministère public et contre cette affaire, ils doivent réapprendre qu'est-ce que c'est le ministère public. La chose publique, ce n'est pas eux, ce n'est pas la personne du juge. C'est l'affaire du ministère public. Tant qu'il ne se réaccapare pas, tant qu'il ne s'accapare pas cette notion du ministère public, on ira dans le même sens. Il est incompréhensible que la vie d'un humain soit chiffonnée. Moi, je disais encore les statistiques tout à l'heure. On nous apprend qu'en 2024, on est 76 femmes et filles qui ont été victimes de féminicide en 2024. Et pour 2025, on a recensé juste 10. Mais entre nous, sommes sur les réseaux sociaux, on voit des cas apparaître chaque jour. Si nous on prend la peine de compter, nous sommes à plus de 10. Nous étions à plus de 76 l'année dernière, en prenant juste une page. Et maintenant, et ça sont des cas que nous recensons soit dans les métropoles, dans les grandes villes. Qu'est-ce qui se passe dans l'arrière-pays, comme on aime souvent l'appeler? Qu'est-ce qui se passe à Thioliré, où il n'y a pas quelqu'un qui aura ce réflexe de filmer et publier, où les médias n'arrivent pas? Donc moi, je pense qu'on doit vraiment reconsidérer la place de l'humain dans notre société. Et c'est, je pense, à l'État et à la famille d'abord, entre nous, qui éduquons nos enfants pour demain, de les apprendre que celui qui est en face, toi, n'est pas un adversaire. C'est quelqu'un qui t'est complémentaire, que tu puisses vivre bien sur terre. Ensuite, l'école, ensuite l'État et la religion. Donc, je pense qu'on doit vraiment retourner à nos valeurs. Sinon, si on attend la justice pour qu'elle fasse ce travail, nous n'y arriverons pas. En effet, ça montre un grand chantier encore qui est sur lequel il va falloir déblayer. Mais avant de revenir là-dessus, parce qu'il y a justement cette question de ces grandes personnalités qui parfois peuvent commettre des gaffes et ne sont pas inquiétés à même titre que le commun de la population. Alors, je vais poser la question tout naturellement et simplement à Ticharit aussi. Est-ce que, à ton avis, on est au Cameroun dans une justice vraiment préférentielle pour certains? Mais c'est une évidence, ce devait être la question que tu poses. C'est pas moi qui le dis, mais si vous regardez un peu au niveau même de ce qui se passe dans ce qu'on a appelé, dans ce qu'on appelle le TCS, tribunal criminel spécial, dans ce fameux TCS, si par exemple vous êtes accusé de détournement à hauteur d'un certain montant, vous pouvez être libéré après avoir remboursé ce qui est appelé le corps du délit. En d'autres termes, si vous
réussissez à mettre la main dans les caisses sur un montant de plus de 50 millions de francs CFA et que vous êtes pris la main dans le pot de confiture, vous pouvez tout simplement remettre le pot de confiture et sortir de prison. Mais posez-vous la question, qu'arrive-t-il à un jeune Camerounais pris en flagrant délit d'un vol d'un bout de pain, d'une baguette de pain, d'une pièce ou bien d'un billet de 500 francs? Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? On a l'impression qu'il y a une justice pour les riches et une justice pour ceux qui sont les moins nantis. On n'a pas l'impression, ce cas. Je viens juste de donner un exemple pour ce qui se passe avec le tribunal criminel spécial. C'est même pas une impression, c'est un fait. C'est comme ça qu'est conçu, bien comme ça qu'est l'architecture de notre justice. Et après, il faut aussi se dire que quelque part, ce n'est pas faux non plus, hein. Bon, j'ai parlé du tribunal criminel spécial, qui est quelque chose qu'il ne faudrait pas faire, mais dans l'absolu, quand quelqu'un est plus nanti, forcément, il a les moyens de se prendre les meilleurs avocats à côté de quelqu'un de démuni qui n'a pas ces mêmes moyens-là, qui parfois a ce qu'on appelle un avocat commis d'office. Donc, vous voyez qu'au niveau de la balance, c'est pas pareil. On ne boxe pas dans la même catégorie. Ce qui fait la différence dans nos pays, comme le Cameroun et dans d'autres pays étrangers, c'est que dans ces pays-là, il y a ce qu'on appelle le procureur de la République, celui qui dit le droit au nom de la République, qui prend les devants et qui défend l'état de droit corps et âme, alors que chez nous, ce n'est pas toujours ça. Vous voyez, on a par exemple fait, euh, nous avons par exemple eu ce que nous avons appelé le Covid Gate. Il y a eu un travail des magistrats qui a été fait. Il y a Oui, eu oui. des noms, il y a eu des noms qui ont été cités. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est que un procureur s'enquiert de la situation, s'auto-saisit et les convoque. Et vous avez vu que depuis 2020, rien n'est fait. C'est-à-dire que des magistrats se sont assis, ont fait un travail, ont indexé des personnes. Et jusqu'aujourd'hui, silence radio. Et parmi les personnes indexées, vous avez vu que quelques années après, si je ne me trompe pas, je crois que c'était l'année dernière, ces personnes ont reçu des médailles, ont été décorées. Donc, c'est comme ça que le pays fonctionne, malheureusement. Et encore une fois, tous les sujets que tu mets en débat nous renvoient à une seule chose. Ça nous renvoie au sommet. Parce que vous, vous le savez, ou bien je dois l'indiquer à l'endroit de nos auditeurs et de nos auditrices. Nous avons au Cameroun ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature, qui est donc Oui. censé, qui est donc censé frapper sur les magistrats qui ne font pas bien leur travail. Mais c'est le président de la République qui est censé présider ces réunions-là. Et donc, tant qu'il ne fait pas ça, rien ne bouge, rien ne marche. La machine est donc grippée. Hmm. Et vous voyez tout le monde, le ministre, On a l'impression que tout part du sommet où exactement, tout part du tout. il y a Exactement. Et justement donc, une sorte de latence. tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle je continue à inviter tous ceux qui nous suivent. Octobre, les choses doivent changer en octobre. Et à partir de là, on peut maintenant espérer qu'un certain nombre de choses se dégagent au niveau du bas. Parce que en haut, quand ça sera, si on fait le nettoyage en haut, en bas, le nettoyage se fera naturellement. Donc voilà ce que je peux un peu dire d'emblée sur la question. C'est bien ça. Voilà, et on va évoluer dans le débat justement parce qu'on a des faits actuels et qui sont quand même assez, qui permettent de se poser cette question-là. Sepiro évoquait tout à l'heure le cas de Francis Ngannou. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a encore quelques jours, sur ses réseaux sociaux, le champion du monde de MMA actuellement à la PFL, eh bien,
Il a annoncé qu'il était désolé du fait d'avoir, il était impliqué. C'est d'abord des médias américains qui l'ont annoncé en reprenant des médias camerounais. Le champion du monde camerounais serait donc impliqué dans un accident qui a coûté la mort à une jeune fille de près d'une 17, un peu plus d'une 17 ans, voilà. Et il n'a pas démenti cette information-là. Quelques jours après, sur ses réseaux sociaux, il dit sa désolation et surtout reconnaît que justement, il y a eu un accident. Lui, sur sa moto, il a arrêté la jeune fille et la jeune fille en question a été transmise. Elle était dans un hôpital camerounais. On a fait tous les soins possibles et il a toujours dit qu'il était auprès de la famille d'un bout à l'autre, aussi bien financièrement que moralement pour assister, pour être au courant de tout. Et malheureusement, la jeune demoiselle, elle est décédée. Et peut-être qu'on ne commande pas toujours les faits de justice, mais on peut donner notre simple avis, c'est Pierrot et Chicharito, mais c'est Pierrot d'abord. Est-ce que Francis Ngannou étant une personnalité publique reconnue, qui est respectée à travers le monde, est-ce que quelque part, un peu comme ça a été le cas il y a quelques années avec Ténor, le jeune chanteur camerounais qui a été impliqué dans un accident, mais qui lui, par contre, est allé en prison, est-ce que il peut, Francis Ngannou, être inquiété et, par exemple, aller en prison? C'est Pierrot. Oui, c'est un CWK. Le cas de Francis Ngannou, le simple fait qu'il soit camerounais font de lui un sujet de droit camerounais. Il ne joue d'aucune immunité. Il n'a pas une immunité. Le simple fait qu'il soit une star mondiale, c'est une immunité. Et comme tu as dit, on ne commente pas les affaires de justice, les affaires en cours, mais quand nous étions au niveau, on nous apprend à faire des études de cas. Et en l'espèce, quand n'importe quel Camerounais qui a quelques documents va aller se rend compte qu'on appelle ce qu'il a fait un homicide involontaire. C'est un homicide involontaire. Là, c'était pas, il n'a pas arrêté la fille à bord de sa moto volontairement. Il a conduit à l'hôpital, il s'est occupé des premiers soins comme il le fait savoir. Et puis, la mort a emporté cette jeune fille. Mais Est-ce Francis que ça Ngannou ne doit pourrait pas aussi passer. être de la négligence hospitalière et dans ce cas, il est dédouané? La négligence hospitalière, vous savez, là c'est tout un autre débat. Vous savez, il peut jouer on appelle ça des circonstances atténuantes. Vous voyez un peu, mais c'est à un juge d'en décider. La loi ne doit pas rester immobile. Elle doit s'enclencher automatiquement. C'est à la loi de juger, c'est aux experts d'aller faire des enquêtes, des autopsies et même les légistes peut-être de travailler sur le corps pour dire voilà, c'est une négligence médicale. Et là, on va se retourner vers l'hôpital qui a prodigué des soins à cette jeune fille. Mais en l'état des informations qu'on a, il a percuté la jeune fille, transport à l'hôpital, elle est morte suite à de ses blessures. Il y a d'abord homicide involontaire de sa part. Peut-être le fait qu'il soit resté, on peut invoquer il n'y a pas de fuite. La bonne foi peut nous conduire à des circonstances atténuantes. On peut atténuer sa peine, peut-être à des travaux d'intérêt généraux, peut-être à une rééducation, peut-être que je ne sais pas, il doit refaire ses cours de permis, interdiction de se déplacer au Cameroun en moto, même le retrait de permis. Mais il faut au moins, la loi doit sévir. Francis Ngannou est un Camerounais qui est sujet de droit camerounais. Il doit être soumis à la justice camerounaise. Donc moi, je pense au Cameroun, une fois que vous avez la notoriété et que vous êtes, je vais dire, permettez-moi l'expression, du bon côté, parce que je pense qu'il y a des côtés. Un simple Benskinner qui aurait cogné une jeune fille, elle serait morte. On ne serait pas là en train de débattre pour savoir si ce gars doit bénéficier Il serait déjà en garde à vue en attendant même son jugement, peut-être. Bien évidemment. Donc là, on ne doit pas avoir cette sensation d'avoir comme un deux poids, deux mesures. Le symbole de la justice, c'est une dame qui tient un glaive, une balance et les yeux bandés. Ça veut dire lorsque vous êtes devant cette dame, elle vous met dans la balance, elle met une plume d'un côté, vous de l'autre côté. Si la plume penche du côté, si la balance penche de votre côté, vous êtes condamné. De l'autre côté, vous êtes libéré. Et les glaives, c'est pour vous frapper. Donc, c'est l'application de la loi. La balance,
C'est la justice, on est au même niveau tous. Nous sommes tous soumis au même texte. Donc, il n'y a pas cette sensation que dans quelques temps, la justice lève un peu son bandeau pour essayer de voir qui est devant moi. Et en fonction de la personne, elle prononce un jugement autre. Donc, on doit revenir, comme j'ai dit, notre justice doit vraiment, vraiment, vraiment retourner à l'essentiel. On doit l'humaniser. Ils doivent voir des humains devant eux, pas des hommes avec un certain aura, une certaine position sociale avant de commencer à juger. Voilà, qui est dit, et on va sortir avec le mot de Chicharito. Toi aussi, est-ce que tu penses que quelque part, on devrait soumettre Francis Ngannou à la même justice que tous les Camerounais, ou bien tout simplement, il a des circonstances atténuantes au vu de ce qui s'est passé? Euh, Ta question, je la trouve un peu difficile. Parce que quand tu dis on doit soumettre Francis Ngannou à la même justice que tous les Camerounais, bon, pour moi, c'est un peu difficile à cerner. Parce qu'il y a des Camerounais qui ne sont pas du même rang social que Francis Ngannou et qui, lorsqu'ils commettent un forfait, une justice populaire s'applique sur cette personne-là immédiatement. Pour d'autres, rien ne se passe. Je vais te prendre un cas d'un proche à moi qui a été victime d'un accident de la circulation. Il a été percuté il était à bord de sa moto, il a été percuté de plein fouet par un véhicule. Le véhicule a transporté à l'hôpital, a déposé la somme de 100 000 francs et le chauffeur a pris la clé des champs. Jusqu'aujourd'hui, on l'a plus jamais retrouvé et aucune justice ne s'est appliquée sur, euh, sur ce chauffeur-là. Le chauffeur en question. Sur le chauffeur en question. Or, le chauffeur n'est pas un Français Ngannou, c'est une personne lambda comme, comme vous et moi. On tout simplement pour dire que la justice doit commencer par s'appliquer et ne doit pas commencer à s'appliquer parce que c'est Francis Ngannou, bien parce que c'est une personnalité. J'ai encore en mémoire le cas de Ténor. J'ai envie de dire que si la justice s'était appliquée à ce moment-là, peut-être qu'on ne serait pas aujourd'hui en train de parler de l'affaire Ngannou, par exemple. Et donc, tout ce que moi j'ai envie de dire, c'est qu'il faut tout Donc, simplement est-ce que que tu tout à penses que, l'heure, par exemple, le cas de Ténor peut être un des cas qui va être appliqué à Francis aussi? non, quand je parle du cas, je vais parler des cas en termes de la notoriété de la personne mise en cause. C'est ça que je veux dire. Ténor, c'est quand même quelqu'un de. Si tu vas au Cameroun, tu dis Ténor, il y a quand Il même. est connu de tous. Voilà. Alors que si tu dis sans vouloir, si j'arrive, tu dis Chicharito aux personnes, tout le monde te dit, mais de quoi tu parles, par exemple? À moins qu'il soit Tu vois, des fidèles de 237 stories. à moins que ça excédait 237 heures et tu as parfaitement raison. Mais tu vois un peu ce que je veux dire. C'est dans ce sens-là que je veux dire Exactement. que je parle. Je parle au niveau de la notoriété de la personne. Malheureusement, et on l'a dit à l'entame, ça, c'est des choses qui bénéficient. Je l'ai par exemple parlé pour les cas du tribunal criminel spécial. Donc, malheureusement, c'est des cas qui s'appliquent. Et quand je parlais du tribunal criminel spécial, je mettais en avant le fait que les les différents procureurs de la République ne s'auto-saisissent pas des affaires. Il faut savoir que dans certains pays, par exemple, la famille de la victime à qui nous présentons nos condoléances, elle serait ce qu'on appelle partie, elle devait se constituer partie civile. Mais ça veut dire que même si elle ne fait rien, elle ne dépose pas de plainte, rien du tout, l'État, le procureur, s'auto-saisit de la question. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Or, là, dans le cas d'espèce, tout le monde attend. Peut-être que la famille, ou bien peut-être qu'un gars nous s'est rapproché de la famille Oui, et, oui. Il a pris et soin et l'affaire. il a été d'un bout à l'autre du processus. Voilà, et la famille estime elle n'a aucune raison de porter plainte, ainsi de suite, ainsi de suite. Et l'affaire, il y a un arrangement à l'amiable qui est trouvé. Or, Voilà. dans une république normale qui fonctionne, le procureur devait s'auto-saisir, même s'il y a eu un arrangement à l'amiable avec la Bien sûr, famille, parce c'est que pas grave. sans vraiment te couper, même en France, il y a quelques années, Pierre Palmade, qui est un comédien assez reconnu, il a cogné une dame, je crois deux personnes âgées qui sont décédées,
Et jusqu'aujourd'hui, je pense qu'il a fait de la prison et jusqu'aujourd'hui, il est interdit de pratiquement tout. Et même jusque-là, il n'a pas, il est suivi, si on peut dire comme ça, aussi bien par des cellules psychologiques que tout, mais il n'a pas, ce n'est pas une sorte de reconnaissance et de plébiscite de la part de l'État français, mais clairement, on lui a fait comprendre qu'il a mal fait et on n'est plus avec lui. Et ça, c'est exactement un cas que j'ai quand même, que j'ai suivi aussi, que tu prends, qui est pertinent. Et quand vous discutez même, si vous suivez même certains organes de presse français, euh, on estime même que la justice a été clémente envers lui. Parce qu'il a fait de la prison et 6 mois après, il est ressorti. Ou quelques mois après. Je crois qu'il a fait, je crois, six Oui, mois, oui, six mois, un an il a devant eu la prison. plus de peine en Suisse. Voilà. Et il est ressorti et il est sous bracelet Exact, électronique. Donc, ça aussi, c'est exactement. quelque chose qui montre que, comme Sepiro disait, oui, il estimait que la justice doit frapper, mais malheureusement, la justice est rendue par des hommes. Et les hommes, malheureusement, il y a des émotions. Et donc, on ne pourra jamais, ça c'est mon point de vue, on ne pourra jamais condamner euh, Francine Ngannou au Cameroun comme on pourrait me condamner moi, Charito, simple consultant sur 236 stories. Malheureusement, c'est ça. C'est aussi ça la réalité des Des choses. choses. C'est aussi ça la réalité, malheureusement. D'accord, on comprend clairement que la justice camerounaise fonctionne avec, on va dire, elle passe en première comme elle passe en deuxième selon le convoyeur qui est devant. On peut avoir des occasions où on accélère avec une affaire, on peut avoir des occasions où on freine, comme on peut avoir des affaires où on ne parle même pas, tout simplement. Merci à toi, Chicharito, pour cet avis-là. Et on a envie de dire merci surtout à tous nos abonnés qui ont pris la peine d'écouter jusqu'au bout parce qu'il est bien. Il est 22h20 en France, il est 21h19, 20 aussi voilà, au Cameroun. Et on a envie de passer un bonsoir à tous ceux-là qui ont pris donc la peine de nous suivre, mais qui surtout restent connectés d'un bout à l'autre et qui nous laissent toujours un message à la fin, que ce soit sur nos différentes plateformes, que ce soit sur Deezer, comme je le dis toujours au début, et ou bien Spotify, ou même encore ceux-là qui viennent sur notre page Facebook et qui nous laissent un gentil message. On leur dit merci. Au programme du jour, on parlait donc aujourd'hui dans politique de la présidentielle d'octobre 2025. Une candidature unique de l'opposition est-elle possible? Et en économie, on a évoqué l'incapacité de fournir de l'eau potable de Kamwata qui, entre-temps, va intégrer le secteur de la vente d'eau minérale. En société, enfin, on parlait il y a quelques instants encore, la justice camerounaise fonctionne-t-elle avec 2 poids, 2 mesures? On a parlé des cas de féminicide et surtout des accidents qui impliquent des personnalités au Cameroun, notamment le cas du chanteur ténor et du boxeur Francis Ngannou. Voilà pour ce qui était des sujets sur lesquels nous avons pris la peine de discuter cette semaine. Et pour la discussion, nous avions Sepiro à qui on dit merci d'avoir été là et surtout merci pour tes interventions. Ok, merci CWK et on va souhaiter santé et beaucoup de courage à tous nos auditeurs. Inscrivez-vous électoral et soyez prêts à voter. Voilà, on va toujours rester concentré jusqu'au bout. On va aussi dire merci à celui qui ouvre et celui qui ferme la maison chaque fois. Eh bien, c'est tout simplement Chicharito, celui qu'on ne présente plus. Chicharito, merci une fois encore de ta présence et merci surtout pour la qualité de tes analyses. Merci, c'est bien quand c'est fait un peu. Un plaisir qui est partagé avec tous nos auditeurs à qui nous souhaitons une très très belle fin de soirée et surtout une bonne journée pour ceux qui nous écoutent en journée. Bye bye, à bientôt.